aussi est une idée. Une idée portée depuis des siècles par des pionniers, des optimistes, des visionnaires, et que sans cesse il nous appartient de nous réapproprier. Car les plus belles idées, celles qui nous font avancer, qui améliorent le sort des hommes, sont toujours fragiles. Quand on parle des pères de la construction européenne, à qui pense-t-on ? Principalement à Robert Schuman, avec son fameux discours du 9 mai 1950, et principalement à Jean Monnet. Mais qui est Jean Monnet et quel est son parcours ? Jean Monnet, né en 1888, fils de vendeur de cognac à la scolarité plutôt médiocre, est envoyé en stage en 1904 à l'âge de 16 ans à Londres. Là, il est pris en main par la bourgeoisie londonienne. Il a pour lui savoir repérer les sphères de pouvoir et s'y faire reconnaître. En 1906, Jean Monnet part au Canada pour chercher de nouveaux clients pour l'entreprise familiale, mais il constate que le marché est bouché au Québec. Il décide alors de pousser dans le Canada anglophone moins développé. Parfaitement bilingue, il réussit à passer un contrat d'exclusivité avec une entreprise d'État britannique, la Hudson's Bay Company. Dans le contexte colonial de l'époque, les Britanniques déléguaient aux entreprises la représentation de la couronne avec tous les droits régaliens, que ce soit dans le commerce, la loi, les militaires et les services secrets. Jean Monnet est reçu par les plus hauts dirigeants de la Hudson's Bay Company, tels que le baron Robert Kindersley, dirigeant de la Banque Lazare Londres et passant par la Bank of England. Monnet continue son périple aux USA, qui le fascine par le pragmatisme et cette façon d'occulter le passé, ce qui développe en lui une américanophilie proportionnelle à sa francophobie. De retour en France peu avant la Première Guerre, en 1914, alors que l'ensemble de la population est appelée sous les drapeaux, il réussit à se faire réformer pour des raisons obscures. Même Clémenceau lui demandant de se mobiliser, il lui répond qu'il est sujet de Sa Majesté. Jean Monnet est mis en relation avec Viviani, président du Conseil à Bordeaux, pour défendre un projet de groupement d'achat des Alliés. Viviani le nomme fonctionnaire des approvisionnements et le met en relation avec le ministre du Commerce et du Transport. En 1916-1917, avec le baron James Arthur Selter, son modèle, Monnet monte des bureaux à Londres et crée deux structures. Le groupe exécutif du blé pour les besoins des Alliés et un pool maritime pour le transport des approvisionnements. On s'aperçoit que cette idée de regroupement des achats émane des milieux anglo-saxons. Le baron Robert Kindersley est intervenu auprès de Viviani pour sa rencontre avec Monnet, de sorte à arriver à leur fin, avoir l'exclusivité des achats du blé au Canada à la Hudson's Bay Company. L'intervention de Monnet durant la Première Guerre mondiale n'est pas sans conséquences. Les Anglais et la Hudson's Bay Company ont le monopole des approvisionnements en blé et en fournitures pour les Alliés. Les transports se font avec l'utilisation exclusive de la marine britannique, donc la France ne développera pas sa propre flotte. Et enfin, les banques multinationales anglaises ont fait des prêts à la France pour l'achat des produits britanniques. En 1919, Monnet est nommé secrétaire général adjoint de la SDN, Société des Nations, dont le secrétaire général est Sir Eric Drummond, la première institution supranationale pour régler le commerce international. Drummond s'occupe de la politique et Monnet des affaires financières. En 1920, Monnet organise une conférence de Bruxelles des financiers
avec Arthur Selter et Robert Brandt de la Banque Lazare, il y est discuté d'une aide américaine à l'Europe, d'une politique de prêts internationaux et surtout d'une politique d'abolition des entraves au commerce international. En 1923, il démissionne de la SDN, estimant que le pouvoir ne se situe plus à cet échelon. De 23 à 26, retourne dans l'entreprise familiale, où il peut contracter un prêt auprès de la banque Charpentier, qui vient de se faire racheter par la banque Lazare. Et la Hudson's Bay Company lui remet un petit pécule pour service rendu. En 1926, Monet réalise son rêve de devenir banquier en étant directeur adjoint de la Beers & Co, banque américaine qui ouvre une filiale à Paris dépendant de la Chase Manhattan Bank de Rockefeller. Ce poste lui ouvre les portes au plus haut niveau de l'État. Monet va participer à la politique de la stabilisation du franc en 1926. Là, deux clans s'affrontent. Les patriotes économiques, qui veulent ramener le franc à sa valeur de 1914. Les anglo-saxons veulent un franc à leur valeur de 1926, très affaibli, ce qui obligerait l'État français de recourir à l'aide financière américaine. Le deuxième camp l'emporte. L'État français souscrit au prêt américain et entre en dépendance. Fort de ce succès, Monet est envoyé en Roumanie et en Pologne pour rééditer l'exploit. Il obtient le contrôle total des banques polonaises par Wall Street. Il écrit dans ses mémoires « Je revois encore le maréchal Piłsudski s'insurger contre les exigences, mais il cédera. » En 1929, Monet associe la Beers & Co avec la Bank of America et crée la holding Transamerica. De San Francisco, il écrira à ses employés « Sa banque est la plus grande holding des États-Unis avec un portefeuille d'1 milliard de dollars. » Mais, la crise aidant, l'action tombe de 60 à 6 dollars. En 1932, avec la banque Lazare, Monet essaie de racheter à bas coût la Beers & Co. Mais le directeur de la holding, voyant le coup se faire, coule la Beers & Co. En 1933, Monet se retrouve en Chine au sein d'un consortium sino-américain constitué aux dépens des Japonais. Il crée sa propre banque avec un financier de Wall Street, George Murnan, crée la Murnan & Company, qui prend 7% sur les affaires du consortium, jusqu'à ce qu'un nouveau directeur arrive et dénonce le contrat, ce qui mettra fin à son initiative. En 1934, il veut se marier avec une Italienne, Silvia Giannini, qui ne peut pas divorcer. Que cela ne tienne, ils vont en Union soviétique, Silvia devient citoyenne soviétique, et là maintenant, elle peut divorcer. Tout cela grâce à l'ambassadeur américain William Bullitt et des réseaux financiers américains. En 1938, Daladier charge Monet de commander des avions de guerre aux USA et négocier la dette qui court depuis la Première Guerre mondiale. Il s'avère que c'est l'ambassadeur américain de Paris, un certain William Bullitt, qui a demandé à Daladier que son interlocuteur soit Monet. 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. Comme pour la précédente, Monet est nommé pour l'organisation des approvisionnements franco-britanniques, mais la débâcle met fin au projet. Le 17 juin, Monet invite chez lui le général de Gaulle. Le 18 juin, le général lance son appel sans avoir inventé le projet. Monet est furieux et essaie de faire interdire de Gaulle à la BBC.
Il reproche à De Gaulle de vouloir créer un contre-État et sauver l'honneur de la France, alors que lui-même a un projet, la dilution de l'armée française dans l'armée britannique. La grande idée de Monet est fusionner l'État français et l'État britannique. Il va à Bordeaux proposer le projet à Pétain qui répond « S'unir à la Grande-Bretagne, c'est fusionner avec un cadavre ». Ne restant pas sur cette défaite, il est envoyé aux USA en tant que fonctionnaire anglais pour l'approvisionnement britannique. Monet se retrouve dans l'entourage direct de Roosevelt et rencontre Harry Hopkins, éminence grise de Roosevelt, mettant en place le Victory Programme qui consiste en la fabrication d'armes pour les Alliés avec le concept d'arsenal de la démocratie. Malgré les généraux américains, Roosevelt appuie Monet dans le surarmement. Monet a derrière lui les militaro-industriels et les financiers. Les Américains préparent l'après-guerre. Préférant avoir affaire à un gouvernement vichiste qui a prêté allégeance, plutôt qu'à un général qui veut l'indépendance, Roosevelt envoie Monet à Alger pour soutenir le général Giraud contre De Gaulle, qui déjoue la manœuvre et fonde le CFLN. Le général renvoie Monet aux USA et le charge de l'approvisionnement et de l'armement jusqu'à la fin de la guerre. Fin 1945, le retour en France. Il devient commissaire général au plan de 1946 à 1952 et lance le plan dit de modernisation. Ceci consiste en des plans d'américanisation dans différents secteurs. Il envoie des patrons, des cadres, des syndicalistes pour une mission de productivité aux USA, mais surtout s'imprégner de l'idéologie du libéralisme. Un syndicaliste, Léon Jeune-Sambre, qualifie Monet de dictateur occulte de la France. Jean Monnet est l'homme des Américains qui dispose des fonds du plan Marshall, ce qui lui confère son indépendance et sa longévité dans la 4e République. Le fameux plan Marshall des Américains qui prête de l'argent pour acheter des produits américains. Pierre Ury, un de ses assistants, écrit « Nous étions 3, Monet, Hirsch et moi, nous étions 3 types clandestins qui faisions tout. Et les gouvernements faisaient ce que nous leur disions de faire. » Jean Monnet, homme des réseaux, principalement réseaux financiers. Prenons par exemple Paul Weber et Benjamin Strong, 2 des fondateurs de la Fed, prennent sous leur coupe Jean Monnet, notamment, quand ils l'ont placé à la tête de la Beers & Co. Paul Weber met au point cette stratégie dont sa théorie est « les politiciens doivent s'occuper du peuple et ne pas regarder ce qui se passe dans le monde financier ». Mais nous allons surtout voir maintenant ce qu'est la Fed et comment elle a été imposée aux Américains. La genèse de la Fed. Replaçons-nous dans le contexte historique. Faisant suite à la crise boursière de 1907, où tous les banquiers ont dû mettre de leur poche pour renflouer le système, de sorte à ce que celui-ci ne périclite pas. Cela leur a été tellement insupportable d'assumer les conséquences qu'en 1910, sur l'île Jekyll, dans le plus grand secret, l'ensemble des représentants des grandes banques américaines y participent pour rédiger la Federal Reserve Act. Nous y retrouvons Paul Weber des Rothschild, Benjamin Strong de Morgan, Abraham Piat Andrew, US Treasury, Frank Vanderlip, Citibank, Charles Norton, First National Bank, Nelson Aldrich, sénateur, et JP Morgan. Le sénateur Aldrich créa une commission, ce qui aboutit à la loi Aldrich pour faire passer la Federal Reserve Act qui fut rejetée.
le cartel banquier mit en place le plan B. Par les médias sous influence, Woodrow Wilson, démocrate, perméable et redevable à leurs idées, fut mis en avant et gagna en 1912 les élections présidentielles. Wilson instaure l'impôt sur le revenu, puis la Federal Reserve Act fut votée le 23 décembre 1913, instaurant la Fed, qui a abouti à la privatisation de la création monétaire. Le premier acte de la Fed fut la dévaluation de 50% du dollar or, ce qui correspond à un vol pur et simple de la moitié de l'or des Américains. En 1916, Wilson commence à avoir des remords et déclara « La croissance de notre État et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes. » Louis Thomas McFadden, par son discours du 10 juin 1932 devant la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, dénonce la cupidité, la félonie, le complot de cette organisation. Il faut revenir à la déclaration de Mayer Amschel Rothschild. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui en font les lois. En 1930, le cartel financier crée la BRI, Banque centrale des banques centrales. La BRI, par où passent les financements étrangers du Parti national socialiste des travailleurs allemands et après du gouvernement nazi. Par l'entremise des prêts de la BRI, le cartel impose la création d'une banque centrale indépendante à l'ensemble des États à l'image de la Fed. Monet, homme de main de ce cartel, place un de ses amis, Pierre Kessner, repéré lors de son passage à la SDN. Les réseaux politiques. En 1913, Monet entre en relation avec le groupe Milner, qui a une stratégie de mondialiste, tout droit descendant de deux innovations émergeant au Royaume-Uni au XIXe, une politique, le projet de Greater Britain, un fédéralisme de tous les pays anglo-saxons et des colonies britanniques autour du Royaume-Uni, d'où sort la citation à dimension messianique. La race anglo-saxonne avait pour mission de guider le monde. Deuxième innovation économique, Richard Cobden promut le libre-échange pour sortir des carcans étatiques. Cecil Jones Rhodes, diamantaire, récupère ces deux principes et a pour projet de créer un État commercial mondialisé. C'est un homme qui gravite dans les sphères bancaires proches des Rothschild. Il crée des bourses d'études à Oxford de sorte à formater les futures élites à son idéologie et la porter dans toutes les sphères d'influence et politique. Lord Alfred Milner reprend la suite. Dans ce groupe, Jean Monnet y croise Arthur Selter, Robert Brandt, Philip Kerr, Lionel Curtis, les apôtres du mondialisme. Ils mettent tout en œuvre pour déployer l'idéologie du socialisme fabian qui peut se résumer en 3 points. L'internationalisme, des sociétés gouvernées par des technocraties et l'abolition de la classe moyenne, car elle réfléchit de trop. La London School of Economics est l'incubateur et le principal vecteur de diffusion de cette idéologie. Les réseaux administratifs et juridiques, comme avec John Foster Dulles, avocat d'affaires, secrétaire d'État américain et propriétaire de la United Fruit Company, Alan Dulles, directeur de l'OSS et patron de la CIA. Les réseaux journalistiques, car l'ensemble des journaux étant déjà détenus par les cartels financiers, Monet est ami avec des journalistes, mais pas seulement. Ce sont des théoriciens
de la manipulation de masse comme Walter Lippmann, rencontré à la conférence de Versailles, ayant publié Public Opinion, pour qui une nouvelle pratique de la démocratie par la fabrique du consentement. Édouard Bernays, gendre de Freud et admirateur de Gustave Le Bon, auteur de Psychologie des foules. Bernays et Lippmann, recrutés par Wilson pour la Community on Public Information, de sorte à manipuler l'opinion américaine pour entrer en guerre en 1917. Jean Monnet, un des pères de l'Union européenne. Dans les années 40, différents courants envisageaient la construction européenne. Hitler missionna le juriste du nom de Walter Einstein pour imposer une Europe sous domination allemande avec l'approbation du gouvernement de Vichy. En 1940, le CFR de David Rockefeller lance une réflexion sur l'Europe en constituant une équipe de chercheurs qui élabore et dévoile au pouvoir américain un mémorandum. Celui-ci fut présenté au Congrès qui vote une résolution pour la création des États-Unis d'Europe. Une campagne de presse se met en place. Les services secrets sont missionnés en ce sens, qui créa un comité pour l'Europe unie, dont le but est de financer les réseaux fédéralistes européens. Cette cellule est dirigée par William Joseph Donovan, directeur de l'OSS et fondateur de la CIA. En 1948, au congrès de La Haye s'affrontent deux courants, les unionistes et les fédéralistes. Les unionistes sont pour une collaboration étroite entre les États souverains, alors que les fédéralistes, sous l'influence du Comité pour l'Europe unie, ont comme modèle les USA et veulent une fédération des États. Les unionistes l'emportent et créent le Conseil de l'Europe, qui existe toujours, mais qui n'a que des missions subalternes telles que la gestion des droits de l'homme. C'est alors que les fédéralistes, avec Jean Monnet, lancent le plan B. Monnet, avec plusieurs collaborateurs comme Pierre Uri, Paul Ripper, qui ont conceptualisé l'Union européenne à l'école des cadres d'Uriage. Cette école était l'équivalent de l'ENA, mais maréchaliste, prépare cette déclaration dans le plus grand secret, car le gouvernement ne sera prévenu que 6 jours avant, soit le 3 mai. La veille encore, Monnet est à l'ambassade américaine pour finaliser la déclaration. Pascal Fontaine, un de ses assistants, la qualifie de complot du 9 mai. Cette déclaration, la fameuse déclaration Schuman de 1950, qui aboutit à la création de la CECA. Elle trouve son origine en septembre 1949. Dean Acheson réunit les différents ministres des Affaires étrangères de l'Europe de l'Ouest en désignant Schuman, homme des Wendel, pétainiste, secrétaire d'État en 1940, inéligible depuis la fin de la guerre, financé par la CIA, par sa déclaration « Je demande à notre collègue Schuman de définir les grandes lignes de la politique commune que nous devrions suivre vis-à-vis de l'Allemagne. » Les Américains se sont fait une spécialité de recycler les hommes d'État et autres disgraciés durant la Seconde Guerre dans leurs propres intérêts grâce au programme Paperclip. On y retrouve Wernher von Braun, créateur du V2, Reinhard Gehlen, maître espion qui créa après-guerre l'organisation Gehlen, Walter Hallstein, juriste hitlérien de la Neue Europe. Celui-ci, après être passé par la lessiveuse Paperclip, nous le retrouverons au ministère des Affaires étrangères allemand en 1950, qui sera le principal interlocuteur allemand pour la négociation de la construction européenne, premier président de la commission de la construction européenne, sous suggestion
de Jean Monnet. Jean Monnet a durant toute sa vie prouvé sa loyauté envers ses obligeants, qu'ils soient britanniques ou américains. Il a fait sienne leur idéologie. Monnet est le commis, le laquais du cartel financier pour mettre en place leur stratégie. Une gouvernance au-dessus des États, capter la manne que sont les impôts des citoyens, capter l'ensemble des richesses et les émissions monétaires de tous les pays. Il a été positionné dans les ministères, auprès de toutes les commissions et autres organismes, tel un pion sur un échiquier pour mettre en place cette stratégie, dont on peut trouver l'origine lors de la création de la Banque de France, le 18 janvier 1800 par Napoléon, pour remercier ses bienfaiteurs privés et internationaux. La Banque de France ne deviendra vraiment Banque de France publique que le 1er janvier 1946, lors de sa nationalisation par la loi du 2 décembre 1945, organisée par le général de Gaulle. Un homme qui ne s'est jamais battu pour son pays, voire même revendiqué son mépris à son encontre, un homme qui a toujours fait passer les intérêts et l'idéologie du cartel financier international contre les intérêts des nations, alors comment peut-on avoir des lycées, des rues en son nom? Pourquoi Mitterrand, le 9 novembre 88, a transféré sa dépouille au Panthéon? Que n'a-t-il jamais fait dans l'intérêt de la France? Apparaître le modèle pour une classe dominante telle que Valéry Giscard d'Estaing et les eurolâtres de la construction européenne? Jean Monnet arrive bien dans le peloton de tête des personnes qui méritent le déshonneur.